Bonjour à tous, il est 11h30. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire des Révolutions commerciales 2.0. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Rontex, qui est le président de la société Force Plus, qui va co-animer ce webinaire avec moi. Avant de débuter, simplement pour vous dire que d'un point de vue strictement pratique, j'ai dû malheureusement vous couper le son, enfin le son de votre micro, puisque nous attendons plus d'une cinquantaine de participants aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit pendant la durée du webinaire, vous avez une petite zone à droite de votre écran qui s'appelle questions, dans laquelle vous allez pouvoir nous poser des questions et nous vous proposons de les traiter à l'issue de la période de 30 minutes, hein, qui est le timing que nous nous fixons habituellement et que nous nous efforçons de respecter. Voilà. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de débuter notre webinaire du jour qui va être consacré à un sujet relativement stratégique, en tout cas un sujet qui est d'actualité pour l'intégralité des entreprises qui ont une vraie volonté de produire du business développement, puisque nous allons traiter du sujet du marketing as a service qu'on appelle maintenant le MAS. Donc le MAS est identifié aujourd'hui comme une des principales clés de développement commercial. Elle aborde un certain nombre de sujets. Alors, il est difficile de traiter la totalité des sujets qui tournent autour du MAS aujourd'hui, mais on va principalement focaliser notre attention sur ce qui va toucher directement la notion de lead génération et aussi de lead management dans la dimension du processus. Donc, nous allons débuter. Je me présente très rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, je suis Sébastien Enrault, je suis le directeur commercial de la société Ines CRM. Ines est le leader français des logiciels de gestion de la relation client en mode SaaS. Donc, notre métier est, d'un point de vue fonctionnel, de développer des solutions CRM et bien entendu, au-delà de ça, c'est d'avoir une vraie dimension métier qui va nous permettre d'accompagner nos clients qui sont des PME et des ETI qui évoluent dans un contexte B2B, puisque nos webinaires sont consacré exclusivement à des problématiques B2B, sur la mise en œuvre d'une suite d'applications collaboratives pour optimiser les processus de vente, marketing et de service client. Une fois que j'ai dit ça, Stéphane, je te souhaite la bienvenue. Bonjour à toi, merci d'être avec nous. Ouais, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Donc Stéphane Rontex, je me présente, je suis le président de Force Plus, qui est une société de développement commercial très orientée B2B. On a principalement 3 activités qui sont la génération de leads, la prospection commerciale et la gestion des call centers. Donc Stéphane, c'est toi qui va être notre fil rouge aujourd'hui. Donc je te confie notre public. Le terme technique de ce qu'on va parler s'appelle le lead management. Un sous-titre aurait pu être comment conquérir 40%, 60% de part de marché par les méthodes de lead management. Alors, comment on arrive à ce chiffre de 60%? Vous avez probablement déjà vu ce parcours ou ce schéma de parcours d'achat du client B2B qui a été popularisé par le cabinet McKinsey, qui se développe en plusieurs étapes. Une étape de déclenchement d'un besoin par différents outils. Et le digital joue aujourd'hui un rôle, et le social selling joue aujourd'hui des rôles très très importants sur cette phase de déclenchement, suivi par de la recherche, de l'évaluation. À la fin de l'évaluation, c'est là où le moment où l'acheteur en général se déclare ou se révèle par rapport à son besoin, et vous entamez une étape de détection de projet, typiquement de la prospection classique, l'achat, et le suivi de l'achat, c'est le développement de la loyauté et donc toute la rétention client que vous faites auprès de ces clients. Donc par rapport à ce processus qui a été mis à jour véritablement par l'activité du digital, il y a un point qui est très important, ce sont les recherches sur Google. Il y a plusieurs études qui montrent que dans le B2B, au minimum aujourd'hui 70% des acheteurs, une fois la phase de déclenchement réalisée, vont sur Internet pour commencer leurs recherches. Et en Europe, 90% de ces recherches se font sur Google. Ce qui fait que si vous maîtrisez bien le système de lead management, vous avez le potentiel pour maîtriser 60% du parcours d'achat des clients en faisant 70 par 90, c'est un peu plus de 60. Mais on arrive à un chiffre très très conséquent sur le canal, l'importance du canal digital dans la prospection commerciale puis les ventes de vos produits. Je vous cite des chiffres du B2B. On pense aujourd'hui qu'en B2C, ces chiffres sont supérieurs.
Alors, le lead management avec le MAS, il faut le voir, on parle beaucoup de tunnels de vente. Il y a en fait trois étapes et trois ratios importants. Le premier, c'est celui des requêtes, qui en général se font maintenant, comme je le disais, 70% des cas sur Internet, qui génèrent des visiteurs, qui eux-mêmes génèrent des leads, qui eux-mêmes génèrent des projets. Le MAS, c'est un peu la boîte à outils de tous les outils marketing que vous êtes susceptibles d'utiliser pour améliorer trois ratios. Le premier est ce qu'on appelle le search to visit, ou le nombre de requêtes amenant des visiteurs. Typiquement, il va de 0 à 70%. Je reviendrai un peu sur les explications. Le deuxième ratio qui est très important, c'est celui qu'on appelle le taux de conversion. Il fait l'objet de grosses et d'énormes littératures. Aujourd'hui, le taux de conversion typique d'un site va de 0,1% à 4 ou 5% si vous êtes très très performant, avec une moyenne qui tourne entre 0,8 à 1% pour des sites moyennement bien développés. Et vous avez le dernier ratio qui est le lead to opportunity ratio, ou parfois on utilise le lead to close, qui est un ratio en fait qui donne le nombre de projets véritablement détectés à partir du nombre que vous avez de leads. Et dans l'industrie, on voit typiquement des ratios qui vont de 1 à 20% aujourd'hui. Donc là, on n'est pas encore au closing, hein, on est juste toujours dans la détection. On est toujours dans la détection de projets. Il y aurait une étape supplémentaire qui est le hit ratio par rapport au nombre de projets, qui peut être déterminé sur le nombre d'offres, par exemple, que vous faites, déterminer le nombre de ventes que vous faites, qui serait en fait un sous-cercle supplémentaire dans cette progression. Alors, ces ratios ont une importance considérable et une petite variation de ces ratios donne des résultats en termes de projets et de nombre de projets déterminés qui sont très très variables. Si vous prenez les cas de base où vous avez obtenu une position sur la première page de Google par rapport à une requête et un taux de conversion parce que votre page a été particulièrement bien dessinée, et un ratio lead to opportunity qui est autour de 15%, qui sont des best practices, on va dire aujourd'hui, vous pouvez, par rapport à un produit qui a à peu près 1000 requêtes par mois, avoir plus d'un projet détecté par mois. Si vous êtes vraiment très très bon, vous pouvez monter à 5 ou 6 projets détectés par mois. Et si vous êtes moyen, c'est-à-dire si une des trois étapes a été mal conçue ou mal faite, vous vous retrouvez avec 0. Donc on voit bien que la bonne pratique du MAS et des outils du MAS a un impact sur le lead management qui est absolument considérable. Donc là, on est bien dans le ratio du nombre de visites web jusqu'au nombre de projets qui peuvent être détectés sur un marché donné. Donc il y a plusieurs outils aujourd'hui qui sont en général payants, plus ou moins chers d'ailleurs, qui peuvent vous donner par rapport à vos requêtes, par rapport aux mots-clés qui vous intéressent, le nombre de requêtes qui sont intéressantes, et vous pouvez assez rapidement faire ce genre de calcul. Petit problème technique. Voilà. Alors, comment améliore-t-on les ratios? Le premier ratio dont j'ai parlé, qui était le ratio du nombre de visiteurs que vous aviez sur votre site par rapport au nombre de requêtes qui sont faites, le premier est véritablement lié au contenu. Il y a un gourou de l'inbound marketing qui s'appelle Seth Godin qui a dit que maintenant que le marketing de contenu était en fait le seul marketing qui reste, et quelque part, il n'a pas tort. Pourquoi? Parce que sur la création de contenu, c'est extraordinairement complexe. Il faut maîtriser la qualité. Il y a plus de 200 paramètres dans les algorithmes de Google. Il y a plusieurs algorithmes de Google qui ont des noms très poétiques comme Panda, Pingouin, Colibri, etc. On voit grosso modo que le nombre de links, c'est-à-dire la popularité de votre site auprès des autres sites, est un paramètre très important, que les aspects techniques sont très importants, que la confiance qu'on met dans votre site est très important. Mais en fait, derrière tous ces paramètres-là, il y en a un qui surnage par rapport à tous les autres, c'est le contenu que vous avez mis sur votre site en termes de qualité des pages et du contenu que vous avez créé sur votre site. La qualité est importante, mais la quantité l'est aussi. Des études faites par HubSpot, qui est un des leaders du secteur en termes d'outils de market automation, une étude qui date en 2010 et qui est depuis confirmée par la plupart des acteurs qui font des études comparables, montre qu'un site qui a moins de 300 pages indexées
va être finalement très très peu visible en termes de génération de leads et ne va, même si vous avez fait toute la qualité qu'il faut, va être relativement absent de l'écran radar par rapport à vos recherches. Donc la quantité est également très très importante. Alors ça, c'est toute la complexité, parce que la réalité, c'est qu'il faut à la fois la quantité et à la fois la qualité. Ouais, c'est exactement ça. Et il y a un troisième facteur qui est un facteur de diversité. Google, pour des raisons assez évidentes, ne va pas mettre à supposer que vous ayez toutes les quantités et toutes les qualités de sites. Les 10 premières requêtes qui vont être faites sur Internet par rapport à votre site, il y a très très peu de chances que on vous place 10 fois sur les 10 premiers éléments de la première page. Donc vous aurez d'une part les publicités payantes, les pay-per-clicks, typiquement AdWords, qui est la source de revenus principale d'AdWords, qui vont capter 10 à 20% des visiteurs quand il y a des pubs. Vous pourrez avoir des stratégies on-site. Donc par exemple, nous travaillons beaucoup sur un marché des installateurs pour attirer les installateurs électriciens ou chauffagistes qui veulent se mettre à la génération de leads. On va faire de l'on-site sur notre site, mais on va travailler avec des sites partenaires qui sont des sites de médias et on appelle ça de l'off-site. Et donc, il faut, en plus de la quantité et de la qualité, travailler la diversité et diversifier les sites avec lesquels vous travaillez par rapport à vos cibles. Alors, il y a quelques règles de base dans le MAS. La première, j'ai beaucoup parlé de stratégie de contenu. Il faut avoir en tête que si vous, par exemple, cherchez à avoir des clients dans le domaine des call centers et qu'ils viennent visiter votre site, si vous tapez simplement un mot qui est call, vous aurez énormément de compétition parce que parfois ça peut être mêlé à d'autres solutions. Il y a énormément de requêtes par rapport au mot call. Donc la compétition sera très forte et la conversion sera très faible parce que dans beaucoup de cas, le visiteur se rendra compte que le site sur lequel il est tombé ne correspondait absolument pas à ses besoins. Donc, on va, dans un premier temps, vous allez vous assurer que vous avez bien défini les mots-clés stratégiques que vous recherchez. Donc, par exemple, ça pourrait être call center. Typiquement, on définit 2-3 mots stratégiques. Plus vous augmentez le nombre de mots par rapport à votre requête, vous diminuez forcément la compétition. Mais si vous restez encore trop généraliste, vous allez continuer à avoir une conversion, même si elle s'améliore, qui va rester plus faible. Et donc la solution, c'est véritablement de travailler sur une recherche ou plusieurs types de requêtes qui vont inclure le mot-clé stratégique avec ce qu'on appelle un territoire. Ça peut être un marché, ça peut être une zone géographique, ça peut être un canal de vente, qui vont réduire la compétition, qui vont réduire le nombre de requêtes également, mais qui vont fortement augmenter le taux de conversion de vos sites. Donc le travail sémantique autour du contenu est véritablement le point numéro 1 qu'il faut maîtriser dans votre lead management et dans votre politique de masse. Le deuxième point, c'est être multicanal. Nous gérons beaucoup de sites internet pour le compte de clients et on nous avait au début dit mais voilà, je me mets en digital, je vais faire mon call to action et ça le fera. En fait, le bilan qu'on a au bout de plusieurs mois maintenant de pratique, c'est que les gens continuent à beaucoup aimer téléphoner et nous, c'est une moyenne parce que là encore, il y a beaucoup de variabilité. On se rend compte que 60% des internautes qui visitent préfèrent rentrer en contact avec leurs clients ou les fournisseurs qu'ils ont identifiés au travers du téléphone. Donc, le canal téléphonique reste un canal fondamental qu'il ne faut pas négliger. Bien sûr, il faut pouvoir mettre les formulaires déclaratifs, les fameux call to action en place. En moyenne, ils génèrent 40% du trafic. Alors, moi, juste, si je prends des exemples que je perçois tous les jours, il y a même dans certaines strates de clientèle de nos clients, typiquement des clients un peu haut de gamme, qui font partie de la strate un peu haute de notre segmentation, qui préfèrent typiquement appeler plutôt que de passer par un call to action de conversion sur un site web. Ouais. Non, mais c'est très classique. Alors, par industrie, on a de grosses variabilités. On travaille parfois dans le monde agricole. Là, le téléphone représente plus de 80%. Et c'est pas parce que
ils n'ont pas d'ordinateur, parce que le fait qu'ils soient arrivés sur une page d'ordinateur montre, enfin une landing page montre qu'ils ont un ordinateur. Donc il y a vraiment des cultures, et très souvent d'ailleurs, plus le produit est technique, plus on utilise le téléphone, curieusement. Le troisième point aussi que je voulais dire, je vais repasser rapidement. Le troisième point que je voulais dire pour avancer, c'est la question de l'hyperréactivité. Des études ont été faites aujourd'hui qui montrent que en B2C, quand quelqu'un se déclare sur une page internet, si vous ne l'attrapez pas dans les 30 minutes suivant sa déclaration, vous avez une diminution de 21 fois du taux de qualification. En B2B, il y a un peu plus de temps. Notre expérience, c'est qu'en général, un lead devient obsolète au bout de 48 heures. Mais au-delà de 48 heures, tous les efforts marketing que vous avez faits auparavant se retrouvent en fait réduits à néant si vous n'avez pas repris contact avec ce lead. Donc l'hyper-réactivité est véritablement un des points clés d'une politique de lead management et de masse réussie. Mais il est clair que quelqu'un qui réagit plus vite sur une consultation multiple d'un prospect, par exemple, aura beaucoup plus de chances de remporter le projet que quelqu'un qui ne le ferait pas. Il y a un vrai écart, notamment en fait, bon, ça va probablement arriver plus vite chez nous, mais aux US, j'ai lu des statistiques récemment, alors je les ai plus réellement en tête, mais là c'est la bagarre de l'hyperactivité, réactivité. Hein. C'est vraiment à celui qui rappellera dans les 5, 10, 15 minutes qui suivent la demande de contact. Alors, il y a une raison objective derrière ce besoin d'hyperréactivité. Si vous vous souvenez du parcours d'achat que je montrais précédemment, la personne qui va rentrer en contact et laisser son numéro de téléphone, elle va être en début de phase de projet et elle a déjà, cet acheteur potentiel a déjà en tête assez facilement parfois les prix du marché, les fournisseurs, et il n'est pas dans une phase de négociation ou de recherche quand il va remplir ce genre de formulaire. Et donc, c'est premier arrivé, premier servi quelque part, et d'où la notion de réactivité et la nécessité par rapport à cette réactivité. Parce que ce qu'il a rempli sur votre site, il l'a probablement également fait dans la même période de temps sur d'autres sites. Alors, on en arrive, après ces premières règles, on en arrive à une notion qui est, à mon avis, fondamentale et qui est malheureusement souvent oubliée. C'est que la gestion des leads est un process. Et comme tout process, il faut que ce process soit cohérent et qu'il soit lean et qu'il s'appuie sur les bonnes technologies et sur les bonnes personnes également. Alors, je vais vous illustrer ça par un exemple de process qui est fait typiquement qu'on peut être amené à faire. Chaque entreprise, en fonction de son organisation et en fonction de ses outils, c'est très important, va développer son propre process. Les points d'entrée de lead peuvent être multiples. On parle beaucoup du canal digital, comme je viens de l'indiquer, ça converge pour devenir au moins 60% des entrées de leads à terme, mais il reste des salons ou des événements qui sont des bons pourvoyeurs de leads. Et bien sûr, il y a tout ce qui est appel téléphonique, avec tout ce qui est lié aux appels téléphoniques et souvent des interactions entre vos sites, les événements et les appels téléphoniques. Et derrière ça, il faut développer un process et avoir les outils, Sébastien reviendra dessus dans quelques instants, et avoir les outils appropriés pour développer votre process depuis la conversion, la qualification marketing de vos leads, et puis au final la qualification commerciale de vos leads. Alors, ce qui est important quand même, c'est que Stéphane et moi-même, on rencontre au quotidien, on visite au quotidien des entreprises qui ont une vraie problématique sur les processus liés à la gestion des leads, qui est un élément fondamental, et on verra comment, avec la technologie, on peut le gérer. Il est clair qu'à partir de plus l'organisation de l'entreprise est complexe, plus le processus est complexe à mettre en œuvre. Et la réalité, c'est que, et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi demandé à Stéphane qui nous accompagne aujourd'hui en tant que professionnel de ce métier-là, c'est que typiquement dans ton métier historique qui est celui du centre d'appel, entre guillemets, hein, de la prospection à froid, tu as bien vu toi aussi que ton métier a évolué et qu'aujourd'hui, ta volonté est de proposer une offre clé en main à tes clients qui te permettent de gérer en fait la partie lead management pour le compte de tes clients parce qu'ils n'ont pas la capacité de le faire.
Et la majorité de ces clients-là, dis-moi si je me trompe, mais sont plutôt des grandes entreprises qui ont aujourd'hui, qui ne sont pas forcément familiarisées avec ce type de process et qui ont peut-être un peu d'inertie pour mettre en place ces processus. Alors, on a, alors d'abord pour reprendre une image et par rapport à ce que dit Sébastien, l'arrivée du digital est en train de faire qu'avant il y avait des commerciaux qui étaient des fermiers, d'autres qui étaient des chasseurs. Avec l'arrivée du digital, on a une nouvelle espèce de commerciaux que j'appellerais des commerciaux pêcheurs. Et tout ce qu'on vous montre là montre en fait que tout le travail du marketing digital a un but, c'est d'amener des leads dans un processus et donc avec le besoin d'avoir ces centres d'appel particulièrement formés avec des outils adaptés pour pouvoir gérer et traiter les leads. Et après rejoindre le flux et amener ce qu'on appelle dans le jargon des SQL, des leads qualifiés commerciaux pour être utile et directement exploitable par la force de vente. Pour répondre à la question de Sébastien, oui, en effet, on développe beaucoup ces activités qu'on appelle des activités de lead center auprès de grands groupes ou des ETI françaises ou internationales aujourd'hui. Un des obstacles qu'il n'est parfois pas politiquement correct de mentionner est un obstacle social parce que cette approche et le développement de ces outils et de ces méthodes et de ces process crée de fortes turbulences à l'intérieur des organisations et un impact social qu'il faut parfois ne pas négliger dans des sociétés qui ont déjà des structures depuis des dizaines d'années, et c'est vrai, c'est souvent notre portefeuille de clients aujourd'hui. Il y a eu des études assez sérieuses aux États-Unis qui montrent en termes de projection, aujourd'hui il y a 5,5 millions de commerciaux B2B aux États-Unis. Avec l'arrivée de ces process et ces mises en place de lead management, on pense que le chiffre va descendre à 4 millions, et dans les 4 millions, ce ne seront pas les mêmes profils que les 5,5 millions d'aujourd'hui. Donc, on voit bien que c'est en train d'avoir un impact social sur les organisations qui est assez conséquent. Alors, il y a l'impact social et puis il y a l'impact IT, parce que beaucoup d'organisations ont déjà toutes sortes d'outils qui communiquent plus ou moins bien et qu'il faut pouvoir en tenir compte quand vous mettez en place ce genre de process également. Je prends la main ? Vas-y. Alors, ce qu'on a souhaité, c'est habituellement on est plutôt recentré sur des problématiques d'expertise telles que vient de le faire Stéphane, mais de plus en plus au fur et à mesure des webinaires, ce que vous souhaitez maintenant, c'est qu'on illustre la façon dont on peut traiter sur des cas pratiques en fait les problématiques évoquées. Donc on va voir après d'un point de vue des outils sur un processus simple comment ça peut être traité, mais la réalité c'est que je sais pas encore quel public nous avons aujourd'hui, mais que si vous êtes une PME même de belle taille, c'est plus facile aujourd'hui pour vous d'adopter ce genre de processus. Alors, par contre, effectivement, il faut avoir l'organisation qui va bien en face et les outils. La première chose, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une nouvelle fonction, qui est une fonction qui est en train d'émaner de façon relativement forte depuis quelques temps, qui est la fonction de lead manager. Alors, vous l'aurez compris, le lead manager, c'est la personne qui va être le centralisateur, le coordinateur du traitement des leads, qui permet justement d'avoir l'hyperréactivité que Stéphane a évoqué tout à l'heure. Le rôle du lead manager, il est situé en fait à mi-chemin entre le service marketing et le commercial, puisque on l'a pas évoqué, mais la mise en place d'une stratégie de lead management conduit nécessairement à rapprocher les équipes marketing et commerciales et de ne plus avoir en fait cette vision de scission entre ces deux services-là. Là, on est vraiment dans un alignement parfait avec un funnel de vente où on a la partie haute qui est managée par le marketing et celle du bas qui est managée par la partie commerce. Et à l'intermédiaire, il y a un arbitre, un juge de paix, vous l'appelez comme vous voulez, qui est le lead manager, qui a cette double compétence avec la volonté de qualifier les leads qui arrivent et de produire ce qu'on appelle du SQL qu'évoquait Stéphane tout à l'heure. Donc de passer le lead d'un statut de marketing qualified lead, donc où on considère qu'il y a un intérêt, il y a déjà un degré d'engagement important, et pour dire est-ce qu'il y a réellement une opportunité commerciale, est-ce qu'il y a un projet, est-ce qu'il y a une affaire, voilà, qui nécessite que moi en tant que lead manager, j'affecte dans mon processus cette affaire à un commercial ou ce projet à un commercial. Voilà. Donc cette personne-là va probablement devenir demain le nouveau meilleur ami du commercial et son rôle, vous l'aurez clairement compris, c'est d'être au cœur de la stratégie de lead management.
Une fois qu'on a dit ça, ce que je voulais aujourd'hui, c'est vous démontrer comment on pouvait typiquement avec des outils simples capter en fait ces signaux d'achat et les gérer en fait convenablement dans un processus de lead management qui permet de construire aussi une vraie relation avec votre prospect, puisque vous allez le traiter à un instant T pour une action qu'il souhaite conduire avec vous. Peut-être qu'on sera un peu en avance de phase sur le processus de vente, et à partir de là, derrière, il va quand même falloir continuer à travailler cette personne et à l'enrichir. Donc là, on est sur un formulaire simple où vous allez donner un contenu à un visiteur web, et en échange de ce contenu, ce visiteur va vous donner une information précieuse qui est celle de l'adresse email que vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez pas. À partir de là, il faut que vous ayez un outil qui soit en capacité de capter cette information et de l'intégrer en fait dans un produit de CRM. C'est vraiment le CRM qui va être au cœur de la capitalisation de l'information de votre prospect, et ça au cœur de votre stratégie digitale ou d'autres types de canaux, comme l'évoquait Stéphane tout à l'heure, qui peuvent même être de l'appel téléphonique ou différentes choses, ou du chat ou quoi que ce soit. Donc là, on va être dans ce que vous voyez ici, on va être dans le rapatriement en fait et la création du contact depuis un formulaire web directement dans votre solution de CRM. Une fois que ce lead est acquis, il va avoir un besoin de qualification. Ce qui est primordial, c'est que votre lead manager puisse s'appuyer sur un produit qui lui donne la capacité d'avoir un scénario de qualification, puisque c'est à partir de là qu'il va pouvoir décider si oui ou non il va être en capacité de passer ce lead à un commercial. L'intérêt aussi de cette phase de qualification, c'est la captation d'informations riches auprès de ce prospect. Et là, dans ce qu'on voit ici, donc on est tout simplement sur un formulaire qui est rentré, qui a été associé à une campagne entre guillemets de phoning ou de qualification de lead. Et là, mon lead manager, mon opérateur, va qualifier ma demande. Cette demande, elle va s'appuyer sur de l'information qui est déjà disponible dans votre CRM si la personne est déjà connue, parce que l'enjeu, c'est pas de lui poser systématiquement les mêmes questions à chaque fois qu'il agit sur un formulaire. Et ensuite, surtout d'enrichir de la donnée, et cette donnée va vous permettre d'être travaillé sur des problématiques de segmentation, sur des problématiques d'email marketing ou d'autres choses, ou de marketing automation. Je vous invite, on a fait plusieurs webinars, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour savoir ce qu'est le marketing automation, qui fait aussi partie intégrante de cette stratégie de lead management, mais dans un statut un peu avancé. Une fois qu'on a fait ça, souvent ce que vous allez vouloir mesurer, ce qui est tout à fait logique, c'est quand je reprends la conversion que Stéphane évoquait tout à l'heure, c'est d'un visiteur, je veux l'emmener jusqu'à la vente. Donc mon objectif, c'est dans mon parcours de vente B2B, je puisse avoir des étapes qui soient parfaitement liées entre elles. Et à un instant, quand le lead manager va comprendre qu'il y a réellement un besoin, il va proposer au commercial de prendre le relais. Et nous, dans les préconisations fonctionnelles et métiers que nous faisons aujourd'hui à nos clients, c'est de générer un lead avec une affaire associée dans un statut spécifique qui est clairement identifié comme une phase amont de qualification, mais ce qui va vous permettre ensuite de bien mesurer quel est l'impact de chacun de vos formulaires, de chacune de vos actions en termes de conversion. Parce que générer beaucoup de trafic, mais pour au final arriver sur un taux de conversion de vente à 0, eh bien c'est quelque part se faire un peu plaisir, mais là ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment de l'efficacité. Donc là c'est ce qu'on illustre. Et on le voit bien dans ma société Evergreen Shipping Agency qui est rentrée par le biais d'un canal web. J'ai parfaitement identifié un projet, un lead qui est rentré en phase de qualification avec une qualification qui est associée. Et là maintenant, ça va être au commercial puisque j'ai identifié que ce lead était parfaitement qualifiable sur de la vente. Je le passe à mon commercial qui lui va avoir la capacité ensuite de gérer son pipeline d'opportunités, de leads et de le faire évoluer. Après, voilà, dans la partie basse du funnel où on va aller petit à petit jusqu'à la conversion, jusqu'à la vente. Voilà. Donc, on a ici une représentation d'un schéma des opportunités d'un commercial. Et enfin, pour vous dire que ce qui compte aussi, c'est que même si la vente ne se fait pas à un instant T, on est capable de faire ce qu'on appelle du scoring aujourd'hui des prospects. Donc, c'est d'être en capacité de bien mesurer par des biais de score ces degrés d'engagement. Mais vous pouvez voir que là, on capitalise vraiment sur de l'information client ou de l'information prospect. Il est capital demain que si un prospect
vous a abordé en téléchargeant 2 contenus riches depuis votre site internet, qu'il appelle chez vous directement sur une ligne téléphonique, que vous ayez la capacité tout de suite d'identifier cette personne. Ah oui, on a déjà échangé, vous avez déjà téléchargé chez nous tel type de contenu. Vous avez eu Michel il y a quelque temps qui vous a appelé. Effectivement, le besoin n'était pas encore totalement avancé chez vous. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que on est au bon moment? Et voilà, quel type d'interlocuteur vous souhaitez avoir? Est-ce que j'ai besoin de vous nourrir encore un peu avec du contenu? Mais la réalité, c'est que je construis de l'information et je construis un vrai capital client ou capital prospect. Voilà. Et je terminerai sur une chose, on l'évoque régulièrement pour les gens qui sont des assidus de nos webinars, il faut systématiquement mesurer. C'est une composante incontournable de toutes les actions que vous allez mettre en place. Parce que la réalité, c'est que tout ce que vous allez déployer en termes de dispositifs ou de processus ne va pas forcément fonctionner du premier coup. Je peux vous en parler très librement puisque nous-mêmes, nous expérimentons un certain nombre de sujets aujourd'hui, de technologies, d'outils ou de processus. Et pour ça, en fait, pour être en capacité d'adapter, il faut mesurer de façon constante. Alors sur des périodes suffisamment représentatives pour prendre des vraies bonnes décisions, mais par contre voilà, de mesurer le nombre de visiteurs de votre site web, combien deviennent ce qu'on appelle des leads qualifiés MQL en marketing qualified lead, combien ont été acceptés en sales qualified, combien ont été recyclés, c'est-à-dire on dit bah voilà, on est trop en avance de phase, donc il va falloir qu'on continue à nourrir nos prospects ou nos clients. Combien de projets j'ai sortis, dans quelle catégorie, parce que des fois vous pouvez avoir des typologies de clients différentes, quel volume d'affaires ça a généré, et en gros bien l'identifier jusqu'à la fin. Typiquement j'ai le cas concret en tête d'un client qui a refait une grosse partie de ses dispositifs digitaux. On est sur de la conversion qui est intéressante, un peu plus qu'avant, mais par contre ça ne convertit pas sur la cible qu'il attend. Donc vous devez être vraiment capable d'identifier aujourd'hui l'impact de chacun des dispositifs que vous mettez en place de façon à pouvoir ensuite agir convenablement et affiner votre stratégie. Stéphane, je te propose le mot de la fin. Je pense que je vais juste rajouter un petit mot sur ce que vient de dire Sébastien. Il a lui aussi insisté sur la notion de process et je pense que c'est le discours que vous entendrez de la part de beaucoup de fournisseurs aujourd'hui. Cette notion de process est absolument clé. Et dans les conclusions, j'en donnerai 3. La première, le lead management, c'est bien, mais il faut faire ses calculs avant. Il y a un ratio qui est en train de dominer maintenant le monde du management des leads, c'est le CPL, c'est le cost per lead. Et il faut impérativement faire ses choix de process en fonction du ratio cost per lead que vous trouvez par rapport aux différentes méthodes qui s'offrent à vous. Et vous pouvez voir notamment, alors l'exemple là est probablement un petit peu caricatural, mais call center que j'avais utilisé tout à l'heure en exemple, il y a à peu près 2400 requêtes par mois sur le terme de call center. Il n'y en a que 50 sur le terme de call center Lyon. Et vous voyez que call center Lyon, finalement, même s'il y a beaucoup moins de résultats, a un cost per lead qui n'est pas si supérieur au cost per lead hyper difficile à atteindre de réalisation en étant en première page de manière très générique. Donc première étape, c'est une industrie, le lead management, où on peut calculer le retour sur investissement et il ne faut pas s'en priver. Le deuxième point, c'est vraiment avoir le triptyque process, technologie, people en tête. Beaucoup d'échecs aujourd'hui sur les mises en place de lead management sont liés au fait qu'une de ces 3 briques n'est pas présente ou n'a pas été réfléchie dans la manière de préparer son lead management. Et donc, les efforts tout à fait nécessaires et utiles qui sont faits aujourd'hui en termes de différents outils de marketing digital n'ont de sens que s'il y a derrière une réflexion sur les process, ou les technologies d'ailleurs, et les personnes qui seront impliquées dans ce process. Et enfin, le temps. Je sais pas pour vous, mais le monde du digital, avant qu'on commence à s'en préoccuper fortement, avait une image
d'immédiateté, que tout était très rapide. Il suffisait de créer un site internet pour que ça marche immédiatement le lendemain. Il y a des publicités pages jaunes aujourd'hui qui confortent un peu, par exemple, cet état d'esprit. La réalité, c'est que ça prend énormément de temps et énormément d'efforts. Par rapport aux trois grandes méthodes de prospection qui sont les méthodes de prospection directes, ou celles que vous faites à partir de vos sites, les on-site, ou celles que vous allez faire à partir avec des sites partenaires, les off-site, vous avez des horizons de temps qui vont, dans les meilleurs des cas, de 6 à 9 mois, et qui plus souvent vont prendre 1 à 2 ans. La moyenne, c'est autour de 18 mois avant que des sites off-site commencent à bien fonctionner. Et il faut constamment, pendant tout ce temps, être au fourneau et travailler sur les points technologie, people, process, création de contenu que j'évoquais précédemment. Donc la persistance est véritablement un point qu'il faut prendre en compte quand on se lance dans cette activité. Nous en avons terminé. On a presque respecté le timing. Nous avons débordé de 5 minutes. Ce que je vous propose, c'est de commencer à poser vos questions parce que pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup de questions. Voilà. Donc, soit nous avons été très clairs, soit vous faites preuve de timidité et pas besoin. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Pour ceux qui devraient nous quitter, ce que je vous propose, c'est de vous adresser. Donc, chacun d'entre vous recevra d'ici cette fin de journée ou demain la présentation ainsi que un lien vers la vidéo de ce webinaire de façon à ce que vous puissiez le réexploiter comme vous le souhaitez. Il me reste juste à vous souhaiter une excellente fin de journée pour ceux qui nous quitteraient. Vous avez ici mes coordonnées. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, enfin en tout cas même pour parler de processus et pas forcément de solutions, ce sera avec grand plaisir. Stéphane? Oui, moi de même, merci de votre écoute à tous. Et bien sûr, moi aussi, je me tiens à disposition si vous avez d'autres questions sur ces principes de process, ces people et technologies qu'on a évoqués avec Sébastien aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée pour ceux qui devront nous quitter. Pour les autres, nous restons en ligne quelques minutes, 2-3 minutes. Si nous avons des questions, bien sûr, nous les traiterons au fur et à mesure. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très vite pour le prochain webinaire de la révolution commerciale, dont vous aurez la date d'ici quelques jours.